Madame la Présidente, il est des moments où une Assemblée ne légifère pas seulement pour le présent. Elle légifère pour la mémoire. Aujourd'hui en est un. La Constitution que nous nous apprêtons à confier à une commission de révision n'est pas née d'un acte souverain de notre peuple. Elle nous a été remise. Pensée dans une autre langue que celle de nos rues, rédigée dans des bureaux d'un empire qui s'en allait, négociée pour un pays que nous n'étions pas encore. Elle nous a servi, elle a tenu. Elle a permis à une petite île de devenir une démocratie respectée. Pour cela, nous lui devons reconnaissance. Mais une constitution qui nous a été donnée n'est pas la même chose qu'une constitution que nous nous serions donnée. 58 ans après l'indépendance, le temps est venu de la reprendre en main. Non pour la renier, mais pour l'améliorer. Pas pour effacer ce qui a été bâti, mais pour y inscrire enfin ce que nous sommes devenus. Une nation qui ne demande plus la permission d'être libre. C'est cela le sens profond de cette commission. Ce n'est pas simplement un exercice juridique, mais un acte de maturité nationale. Et l'histoire nous jugera sur cette promesse d'une réforme constitutionnelle. Pas sur les discours que nous prononçons, pas sur cette loi que nous examinons ce soir, mais sur ce qu'elle devrait produire, sur ce que cette commission accomplira ou n'accomplira pas, sur le courage que le gouvernement aura eu de mettre en œuvre ou qu'il n'aura pas eu. Alors disons clairement à celles et ceux qui siégeront dans cette commission le chemin qui les attend. Le premier défi sera celui de l'ambition. Une révision constitutionnelle ne se mesure pas au nombre de ses articles, mais à la hauteur de sa vision. Inscrire les droits de la nature, les droits sociaux et économiques, le droit à la vie privée du citoyen contre la surveillance de l'État, ainsi que les valeurs de la paix, la justice et la liberté dans notre loi fondamentale. Voilà une ambition digne de nous. Voilà la promesse que nous avions faite et pour laquelle un mandat a été donné. Mais ces droits ne doivent pas juste être une liste de principes pour faire moderne. Bien pensés, ils doivent être la réponse d'une nation aux défis de son temps. Le XXIe siècle nous confronte à des questions que les rédacteurs de la Constitution de 1968 ne pouvaient pas même formuler. Une planète qui se réchauffe, des technologies qui savent tout de nous, une économie qui accroît les inégalités. Une constitution qui resterait muette devant ces réalités ne protégerait rien. Inscrire le droit à un environnement sain, le droit à la santé, le droit à l'éducation, la protection du citoyen contre la surveillance, c'est dire à chaque Mauricien que sa dignité ne dépend ni de son revenu, ni de son origine, ni du bon vouloir de l'État. C'est faire de la Constitution non plus un texte qui encadre le pouvoir, mais un texte qui élève le citoyen. Et il y a le second volet dans ce premier défi, celui de la consolidation de notre démocratie et de nos institutions. Soyons clairs sur ce que cela veut dire. La dernière décennie nous a montré ce qu'il arrive quand des institutions censées être indépendantes cessent de l'être, quand la capture de l'État par des intérêts privés est complète. La confiance s'effrite et avec elle, quelque chose de la République elle-même. Réparer cela ne suffit pas. Nous ne voulons pas seulement restaurer ce qui a été abîmé et encore moins remplacer la capture d'un groupe par celle d'un autre groupe. Nous voulons un changement profond de notre système. Un système où l'État sert le bien commun, la qualité de vie et la dignité pour tous avant les profits et les avantages de quelques-uns. Un système où les gouvernants rendent des comptes, où les contre-pouvoirs ne dépendent pas de la nomination de ceux qu'ils doivent réguler ou surveiller, où l'unité dans la diversité n'est pas un prétexte pour rendre invisibles les discriminations et les dominations,
où la politique est un engagement et non un filon à exploiter. C'est l'ambition que porte notre mouvement. Une constitution n'est pas faite pour figer un pays dans ce qu'il est. Elle est faite pour lui permettre de devenir ce qu'il doit être. Celle que nous lèguerons doit ouvrir ce chemin et non pas le fermer. Mais l'ambition ne suffit pas. Il faudra aussi de la rigueur intellectuelle et l'ouverture d'esprit. Il existe, par exemple, une question que la Commission ne pourra pas contourner et qui décidera de la valeur réelle de tout ce travail. Ces nouveaux droits seront-ils des droits substantiels ou des droits procéduraux? Un droit substantiel permet aux citoyens de le réclamer devant un juge. Si on prend par exemple le droit à l'eau potable, le juge va-t-il, comme cela a été le cas dans d'autres pays, devoir décider combien de litres accordés par personne? Saura-t-il arbitrer entre la disponibilité, la capacité et la demande sans déborder sur le domaine du gouvernement? Un droit procédural, quant à lui, peut éviter la politisation de nos cours, car il ne fait que baliser la manière dont une décision est prise. Le juge, si je reprends l'exemple que je viens de citer, devra alors se demander non pas quel volume d'eau accorder, mais si les autorités ont agi raisonnablement. Mais ce droit aura-t-il alors la même portée qu'un droit qu'on peut faire valoir pour lui-même? Inscrire le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à l'environnement sain dans notre Constitution, c'est une avancée. Mais si ces droits ne sont qu'un ornement sans portée devant les tribunaux, alors il aura été donné au peuple qu'une promesse en papier. La Commission devra choisir, droit par droit, avec lucidité, en pesant l'effet sur la justice, sur l'administration et sur la séparation des pouvoirs. C'est un travail difficile et c'est précisément cela que nous attendrons de cette commission. Le deuxième défi sera celui de la méthode. D'abord, l'indépendance. Cette commission ne doit appartenir à aucun camp, ni au gouvernement, ni à l'opposition, mais au pays. Le jour où ses membres oublieront cela, ils cesseront de servir la Constitution pour servir un agenda. Ensuite, la transparence. Le peuple est propriétaire de cette Constitution. Il a le droit de voir, de lire, de comprendre ce que l'on propose en son nom. Une réforme préparée loin des regards du citoyen ne sera pas une réforme démocratique, mais un espoir confisqué. L'article 7 de ce projet de loi prévoit que le rapport sera transmis au président, mais pas qu'il soit rendu public. Madame la Présidente, je demande que le rapport de cette commission soit publié dans son intégralité et déposé devant cette Assemblée. Le citoyen ne doit pas avoir à demander la permission de lire l'avenir de sa propre loi fondamentale. Madame la Présidente, les grandes réformes ont une ennemie, la lenteur. Ce qui est promis pour demain a une fâcheuse habitude d'arriver après-demain, voire jamais. Et c'est devenu, malheureusement, une marque de fabrique de ce gouvernement. J'ai entendu que l'Attorney General prévoit un rapport de cette commission pour mars 2028. J'aimerais bien le croire, tant le symbole des 60 ans d'indépendance est beau. Mais le programme gouvernemental promettait cette commission dans un délai de 6 mois. Elle nous parvient 16 mois plus tard. Ce simple écart est un avertissement, car ce rapport ne sera qu'une première étape. Il faudra ensuite la préparation des projets de loi par le bureau de l'Attorney General, et là aussi, uniquement si le gouvernement approuve les propositions du rapport. Voilà le grand défi, Madame la Présidente. Évidemment, le gouvernement et le Parlement ne pourront pas se déposséder de leur rôle constitutionnel et ne faire qu'approuver les recommandations de la Commission. Mais celle-ci ne serait qu'une mascarade. Si on ne prend pas les recommandations au sérieux, ou si on relance, après elles, de nouvelles consultations ou des recherches interminables.
nous arriverions à la fin de cette législature sans que cette promesse ne soit remplie. Et avant de terminer, il faut parler de la réforme du système électoral qui ne figure pas dans ce texte. La dose de proportionnelle, la représentation des femmes au Parlement, l'équilibre de nos circonscriptions, rien de tout cela n'est confié à la Commission. La fin de la déclaration communautaire obligatoire, elle non plus, n'y figure pas. On nous explique que ces réformes ont été retirées du texte pour être traitées séparément plus vite, ce qui pourrait être une bonne chose car la loi électorale ne doit pas être modifiée juste avant le scrutin. Et aussi parce que le sujet a fait l'objet de tant de travaux dans le passé qu'on peut aller dans le sens du consensus car finit par se dégager sans devoir réinventer la roue. On aimerait bien croire à cette explication, Madame la Présidente, mais la décision prise par ce gouvernement, y compris les commentaires méprisants de certains, permet d'en douter. Des ministres qui affirment que la réforme électorale n'est pas une priorité, pensent peut-être qu'ils gagneront les faveurs des électeurs en se concentrant sur les questions de pouvoir d'achat ou de drain. Mais ils oublient que nos difficultés économiques sont intimement liées à la gouvernance et au système qui les produit. Ils ne veulent pas changer de système, tout simplement, Madame la Présidente. Nous, dans cette opposition militante, nous croyons au vrai changement. Nous ne ferons donc pas obstacle à une réforme, à cette réforme promise aujourd'hui. Nous avons cru à cette promesse avant qu'elle ne soit un projet de loi. Nous en serons désormais les gardiens. Madame la Présidente, nos enfants ne nous demanderont pas combien de temps nous avons été au pouvoir. Ils nous demanderont si nous avons été à la hauteur. Si lorsque l'occasion s'est présentée de donner enfin à Maurice une constitution née de Maurice, si nous avons tremblé ou si nous avons progressé, que notre réponse soit la bonne. Je vous remercie pour votre attention. Merci.